Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on peut paramétrer, configurer Darktable de telle façon à ce qu'il soit le plus sympathique possible au niveau de son interface pour un utilisateur qui connaît bien Lightroom, Capture One, DxO Photolab ou tout autre logiciel du même acabit. On se retrouve tout de suite après la petite intro. Nous voici dans l'interface de Darktable juste après l'avoir installé sous Windows et démarré pour la première fois. Donc on n'a évidemment pas d'image dans la bibliothèque pour l'instant, c'est tout à fait normal. Par contre, ce qui est surprenant pour un utilisateur de logiciel sous Windows, c'est l'absence de barre de menu supérieure. Il n'y en a pas ici. Donc pour rentrer dans les paramètres de configuration du logiciel, il va falloir cliquer ici sur la petite roue dentée que vous avez là et qui va, lors d'un clic, faire apparaître une nouvelle fenêtre sobrement appelée Préférences. Sur la gauche, les différents onglets des différents sujets de paramètres et puis ensuite dans cette zone centrale les modifications que l'on peut apporter. La langue pour l'interface logiquement doit être reconnue automatiquement par le logiciel en s'appuyant sur la langue de votre système d'exploitation. Si ça ne devait pas être le cas, à ce moment-là vous n'auriez qu'à cliquer sur la petite flèche vers le bas et choisir votre langue maternelle. Ici il n'y a pas eu de problème, on est d'entrée de jeu en français. Le thème, alors ça c'est pour choisir en fait l'aspect de l'interface en termes de couleur essentiellement et un petit peu de typologie de caractère. Donc la couleur ici elle est majoritairement gris sombre comme on a l'habitude de le voir sur les différents logiciels de traitement de fichiers RAW, que ce soit Lightroom, Capture One ou tous les autres. C'est un standard aujourd'hui d'avoir ce type d'interface là. Vous noterez que la zone où apparaît normalement votre image, elle est gris un petit peu plus clair. Et ça, c'est vrai aussi sur les autres logiciels. Ce gris clair est censé être là pour vous aider à mieux juger la luminosité réelle de votre image. Parce que si vous regardez une image sur un fond très sombre, vous allez penser qu'elle est beaucoup plus claire que ce qu'elle est en vrai. Les développeurs de Darktable estiment par contre que simplement un petit tour en gris clair comme on l'a ici, ce n'est pas suffisant pour vraiment bien juger son image. Ça peut être perturbant et ça peut nous emmener à croire que l'image est plus claire que ce qu'elle est. Donc eux, ils proposent de passer toute l'interface dans cette variante de gris plus clair pour justement ne pas avoir ce risque de mal juger ces images. Alors c'est assez perturbant au départ, je vous le dis honnêtement, parce que quand on a l'habitude aux interfaces sombres, ben ça choque un peu. Par contre, sur l'usage, petit 1, on s'y habitue, et petit 2, c'est vrai que c'est un petit peu plus efficace. Donc vous n'êtes pas obligé de faire le réglage que je vais faire là maintenant, c'est votre choix, mais si vous souhaitez le faire, voilà comment procéder. On clique simplement sur le nom Darktable ou sur la petite flèche qui est à droite et on choisit Darktable élégant grey. Voilà. Et quand on a mis ça en place, bim, voilà, vous voyez que c'est tout de suite beaucoup plus clair. Mais comme je le disais tout à l'heure, on s'y habitue et finalement c'est pas idiot du tout. On peut changer la police. Alors, vous avez par défaut la police système qui est utilisée, la petite coche y est mise. Si je décoche, je vais utiliser la police intégrée à Darktable. Et du coup, là, je peux me permettre de changer la taille de police. Donc ici, on est par exemple sur 12. Alors, on peut utiliser le plus-moins qui sont situés à droite ou directement saisir une valeur au clavier et taper sur Entrée. Donc là, je suis passé par exemple à 10 ou on va par exemple passer à 14. Volontairement, c'est du grand n'importe quoi, mais ça vous permet de voir ce que ça donne. Moi, personnellement, je préfère rester sur la police système et vous allez voir que ça va reprendre exactement ce que j'avais avant. Et du coup, la zone de taille, elle redevient grisée et je ne peux rien faire là-dessus. Voilà.
Ce que je vais faire aussi, par contre, en restant dans cette interface claire, ce qu'on peut constater, c'est que du coup, les textes sont plus aussi lisibles que ce qu'ils étaient avant. Donc moi, je vous propose une petite astuce, c'est d'utiliser ces lignes de code ici. Donc je vous invite à faire pause sur votre vidéo et à recopier sur un papier ce que vous voyez à l'écran. Moi, je vais simplement maintenant le sélectionner, faire un CTRL-C, retourner dans mon interface, cliquer ici et faire un CTRL-V. Voilà. Donc ici, toutes mes lignes se sont mises. Donc vous pouvez les recopier à la main. Je les mettrai aussi en description dans la vidéo pour que vous puissiez faire un copier-coller directement de la description. Je fais sauvegarder et appliquer, mais avant de le faire, je vous invite à vous regarder ce qui va se passer au niveau du texte ici. Sauvegarder, appliquer, bim, c'est devenu un petit peu plus clair. Voilà, donc ça devient un petit peu plus lisible. Voilà l'idée. Ok, on passe sur le menu importer. Alors dans importer, la première chose ici, première possibilité, c'est de mettre une coche ici si vous stockez dans les mêmes répertoires et vos fichiers RAW et des fichiers JPG et que vous ne souhaitez pas que ces fichiers JPG soient intégrés dans votre bibliothèque de Darktable. Dans Lightroom, il y a aussi cette option qui est possible. Donc si c'est le cas pour vous, mettez une coche ici. Notez aussi qu'à partir de maintenant, toutes les modifications que j'apporte à la configuration d'origine du logiciel va se traduire par l'apparition d'un petit point devant, ici. Avant, il n'y avait pas de coche, il n'y avait pas de point non plus. Maintenant, j'ai rajouté la coche et le point apparaît. Ça me permettra par la suite de savoir où j'ai apporté des modifications par rapport à la config de base. Donc là, j'ai fait le fait de mettre la coche, c'est un changement par rapport à la config de base et donc ça nous indique que le paramètre a été modifié. Voilà. Importer les dossiers de manière récursive, ça peut être intéressant si vous voulez par exemple importer un dossier dans lequel vous avez des sous-dossiers qui eux-mêmes contiennent les photos. Donc pour pas que ça s'arrête juste à la racine du premier dossier et que ça aille bien chercher dans tous les sous-dossiers en dessous, moi je vous conseille de mettre la petite coche ici aussi. Ensuite, sur les 3 lignes suivantes, ce sont des informations qui vont pouvoir se mettre dans les métadonnées de vos photos lorsque vous les exporterez. On ne touche jamais les RAW, il faut le savoir. Par contre, ce qu'on va noter ici se mettra dans les JPG ou les TIFF qu'on mettra en sortie. Donc par exemple, le nom d'auteur. Je vais mettre mon nom, voilà, zut, voilà. Ensuite, mon site web, par exemple, et puis ici, la petite formule qui va bien, et voilà. Peut-être oublié un espace, voilà. Ensuite, ici, vous pourrez mettre des mots-clés qui seront rajoutés à toutes vos photos. Donc, on ne mettra pas ici un mot-clé qui ne correspond qu'à une session de photos. On mettra un mot-clé que l'on voudra voir apparaître vraiment sur toute notre collection de photos. Un exemple, c'est par exemple notre nom ou quelque chose d'équivalent. Le nombre d'étoiles à l'importation, par défaut, vous avez 1. Je vous conseille de le laisser. On verra plus tard dans une autre vidéo sur la partie importation le pourquoi du comment. Contrairement à Lightroom par exemple qui lui importe les photos avec par défaut 0 étoile, on a un petit manque dans Darktable et qu'on compense par le fait de garder une étoile à l'importation. Donc mon conseil, laissez ça comme c'est. Pour la partie ici, elle concerne en fait le renommage de paramétrage des images qui sont prises en mode connecté, puisque Darktable a cette possibilité-là pour certains boîtiers de certaines marques de faire ce genre de choses, de faire des prises de vue en mode connecté. Moi, je ne peux pas le faire avec mon Olympus. Et de toute façon, même si je pouvais, je ne le ferais pas, ça m'intéresse pas. Donc du coup, je ne change pas ces paramètres. Mais il faut savoir que si vous pouvez le faire et vous souhaitez utiliser le logiciel, c'est ici que ça se passe. On passe à table lumineuse. Donc nombre de niveaux de dossiers à afficher. Donc ça correspond à votre organisation de vos fichiers sur vos disques durs. Personnellement, moi j'ai une organisation qui est la suivante. J'ai un nom de répertoire
pour le type de fichier. Les fichiers RAW sont rangés dans un répertoire RAW. À l'intérieur de ce répertoire RAW, j'ai des répertoires par année. Donc par exemple l'année en cours 2021. À l'intérieur de ce répertoire année, je vais avoir des répertoires mois de 01 à 12 pour les 12 mois de l'année. Et à l'intérieur ensuite de ces répertoires de mois, je vais trouver mes photos du mois considéré. Donc je suis sur un schéma à 3 niveaux. Donc je vais mettre au moins ici 3 niveaux. Après, vous pouvez en mettre plus. Si vous en mettez moins, ça peut être gênant puisque vous n'arriverez pas au niveau que vous avez, où vous avez vos photos. Trier les pellicules, donc vous avez le choix soit par numéro, soit par dossier. Moi, je vais garder dossier. Ensuite, ça, on peut le laisser. On trie les collections du plus récent au plus ancien. En général, on est toujours intéressé par ce qu'on vient de faire en dernier, donc ça, c'est assez cohérent. Là-dessus, ici, utiliser un seul clic pour les collections, oui, je vous encourage à le faire, c'est mieux que deux, c'est un petit peu plus rapide, on gagne du temps. Ensuite, on laisse tout à l'identique, sauf ici. Appliquer une étoile deux fois une image ne supprimera pas l'étoile. Par défaut, c'est pas coché, ça veut dire que si vous mettez une étoile sur une image qui a déjà une étoile, le résultat sera 0 étoile. Moi, je veux pas prendre ce risque-là, je veux que il faille mettre un 0 étoile pour une image pour que vraiment elle passe à 0 étoile et pas que si j'ai par inadvertance réappliqué une étoile sur cette image, ça la fasse passer à 0 étoile. Donc je mets la coche et comme ça on évite ce risque. Ensuite, toute la partie du bas, on ne change rien. On va passer dans la chambre noire. Dans la chambre noire, la partie du haut, on ne touche à rien. Ce qui est intéressant, c'est simplement ici, sur cette partie-là, le contrôle de la balance des blancs. Alors, le module de balance des blancs dans les logiciels comme Lightroom ou autres se présente généralement sous cette forme-là, avec deux réglettes pour la température et la teinte, et où on voit par des codes de couleur vers où on se déplace quand on déplace notre réglette. Ici vers du jaune, on va réchauffer une image un peu trop bleue. Ici, on ira vers les bleus pour refroidir une image un peu trop jaune-orangé. Et idem ici pour la teinte, où on ira vers les magentas à droite et vers les verts à gauche. Il faut savoir que par défaut, si vous ne changez pas les réglages dans les menus, Darktable va vous présenter un module de balance des blancs qui sera exactement comme ceci. C'est le mode sans couleur par défaut. Comment peut-on encore en 2021 proposer ce genre de présentation par défaut? Ça me paraît juste hallucinant et incompréhensible. Je suis désolé. Mais voilà. Et c'est peut-être aussi à cause de ce genre de petits détails que Darktable rebute certains utilisateurs qui vont le tester pour la première fois et qui ne vont pas y retrouver leurs petits. C'est malheureux. Donc les deux autres options pour le coup sont beaucoup plus intéressantes, mais il faut aller les sélectionner parce que par défaut c'est pas ça que vous aurez, mais c'est bien ce qu'on voit ici. Donc on a ici l'effet d'émulation. Ça c'est vraiment l'équivalent de l'esprit de Lightroom, c'est-à-dire que ici si je me décale vers la gauche, je vais refroidir une image trop chaude. Si je vais vers la droite, je vais réchauffer une image trop froide, exactement dans le même esprit que Lightroom. Ici, il y a une toute petite subtilité, c'est que le sens de déplacement est inversé, puisque pour rajouter du vert, il faut aller vers la droite, alors qu'ici, il fallait aller vers la gauche. Et pour le magenta, ça va être vers la gauche, alors qu'ici, c'est vers la droite. Mais dans l'esprit, ça ne change rien du tout. Donc si vous voulez être vraiment dans l'esprit de Lightroom et de ses équivalents, c'est effet d'émulation qu'il faut choisir. Et c'est d'ailleurs ce qu'on choisira tout à l'heure. Mais on a une autre option qui, moi, me semble très intéressante aussi dans l'esprit, c'est couleur de l'illuminant. Ici, au lieu de dire la nuance de couleur qu'on va rajouter à l'image pour compenser celle qui est déjà dedans, donc une image trop chaude, on va la refroidir et une image trop froide, on va la réchauffer. Ici, on va définir plutôt ce qui est la dominante de l'image. Donc une image trop chaude, je vais dire au curseur, j'ai une image trop chaude et je vais me décaler dans ce côté trop chaud. Et ça va avoir pour effet de refroidir l'image. Et dans l'autre sens, si je me déplace vers là, ben c'est le même esprit. J'ai une image trop froide et je vais montrer de combien elle est trop froide pour compenser en fait ce côté trop froid. Donc pourquoi pas
passer sur ça si cet esprit vous sied mieux que celui qui est majoritairement adopté par l'ensemble des logiciels, à savoir refroidir une image trop chaude, réchauffer une image trop froide. Voilà. Donc vous avez le choix entre ces deux options-là. Celle-ci, je ne comprends même pas pourquoi elle existe et encore moins pourquoi c'est celle-ci qui est appliquée par défaut. C'est franchement n'importe quoi. Bref, donc on va retourner dans l'interface et on va choisir effet d'émulation. Et donc nous revenons ici et nous allons choisir notre balance des blancs sur un effet d'émulation pour être le plus près de ce que l'on peut connaître dans d'autres logiciels en termes de présentation. Autre vue, on ne changera rien. Dans traitement, on va pouvoir ici sélectionner si on a des fichiers .cube, donc pour des fichiers LUT, l'endroit où ils seront stockés. Alors par défaut, ils sont dans un répertoire caché de utilisateurs AppData qui est caché dans lequel on va trouver local et ensuite Darktable. C'est un chemin qui n'est pas forcément simple, donc en tout cas sous Windows. Donc ce que je vous propose de faire, c'est d'en choisir un autre. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé tout simplement un dossier LUT dans Images. Voilà, et si je viens ici, il est là. Pour le moment, j'ai pas de fichier dedans, mais simplement de spécifier cet endroit-là pour Darktable, et ensuite vous versez vos fichiers cubes là-dedans, et ça vous permettra ensuite, avec le module 3D LUT, de récupérer vos fichiers .cube, tout simplement. Flux de travail par défaut relatif à l'affichage et à l'adaptation chromatique originelle, il n'y a rien à faire. Par contre ici, s'il vous plaît, mettez une petite coche, ça va vous faire gagner du temps. Pré-réglage de la courbe de base pour votre boîtier. Vous pourrez toujours de toute façon remodifier cette courbe de base à l'intérieur de Darktable par la suite, mais au moins c'est déjà appliqué dès que vous importez vos photos. Sur tous les autres items, sécurité, CPU, GPU, etc., jusqu'en bas, on ne changera rien du tout. Donc je vous invite ici à cliquer sur la petite croix pour fermer. Attention, un message va apparaître ici pour vous dire que Darktable doit être redémarré pour prendre en compte les changements que nous venons d'appliquer. Donc c'est ce que je vais faire tout de suite et on se retrouve juste après. Donc Darktable vient de redémarrer et nous nous retrouvons toujours avec notre interface désespérément vide. Pour continuer le paramétrage de Darktable, nous allons avoir besoin d'importer quelques images. Donc ça se fait ici par importer. Vous pouvez choisir d'importer une image unique ou un dossier contenant plusieurs images. C'est ce que je vais faire ici en choisissant dossier et je vais prendre sur mon bureau un dossier qui s'appelle formation Darktable qui contient 3 photos. Les voici, ça s'importe relativement rapidement. Donc on va en sélectionner une. Pour sélectionner une image, il suffit de faire un clic gauche dessus et ensuite on peut se projeter dans la chambre noire en faisant à nouveau un clic gauche sur le menu chambre noire. Une autre méthode, encore plus rapide, c'est d'effectuer un double clic sur une image pour la faire entrer dans la chambre noire automatiquement. C'est ce que je fais ici, voilà, et je suis dans la chambre noire. Alors, premier truc que je veux changer tout de suite, c'est l'aspect de l'histogramme, parce que là encore, une bizarrerie Darktable, un petit peu dans le même esprit que la balance des blancs, c'est anti-ergonomique au possible, et c'est une présentation d'histogramme que je n'ai jamais rencontré dans aucun autre logiciel jusqu'à présent, et que de toute façon, on ne voit pas non plus à l'arrière de notre boîtier lorsque l'on appuie sur le bouton display ou info pour avoir cet histogramme. Donc on va se mettre un peu plus raccord avec ce qu'on a l'habitude de voir, ça nous permet de comparer des patates avec des patates, et donc on va appuyer ici sur le deuxième icône qui a une forme pour l'instant de courbe, et on va, en faisant un clic là-dessus, gauche, mettre une forme de droite. Et voici un histogramme qu'on a un petit peu plus l'habitude de regarder. Je préfère ça comme ça. Bien, ensuite, ce que je vais changer aussi, c'est ici là en bas, donc le quatrième petit icône en partant de la gauche, c'est un icône qui nous permet d'activer ou de désactiver les zones tronquées. Donc en gros, c'est l'équivalent de ce qu'on peut avoir sous Lightroom pour nous faire afficher les blancs
purs et les noirs purs, ou quasi purs, donc les zones cramées ou bouchées de notre image. Par contre, là, par défaut, il est réglé autrement. Donc on va faire un clic droit sur l'icône, et on a ce petit menu qui apparaît, et ce qu'on va changer, c'est la première option, là où il y a marqué gamut complet, on clique gauche là-dessus, et on va choisir luminance seulement. Voilà, c'est beaucoup mieux. Et ensuite, on peut cliquer sur l'icône. Donc là, vous voyez qu'il est actif, puisqu'il est grisé, et on voit effectivement apparaître en rouge les zones cramées, et on aurait en bleu les zones complètement bouchées. Si on veut désactiver cet affichage, un clic gauche dessus, et ça s'enlève. Voilà, donc ainsi on est un petit peu plus raccord avec ce qu'on a l'habitude, là encore, de trouver sur d'autres logiciels. Bien, ensuite, petite présentation d'interface. Ici, vous avez différents groupes de modules, sachant que le premier, c'est le groupe des modules qui sont actuellement actifs sur l'image. Et d'ailleurs, c'est pour ça que l'icône représente en fait un bouton d'alimentation, un bouton power, on-off. Donc ici, si je clique là-dessus, je vais voir tous les modules qui sont déjà actifs par défaut sur cette image. Vous avez des modules qui sont actifs de manière optionnelle et qu'on peut désactiver, c'est ceux qui ont le bouton on-off, et vous avez des modules que vous ne pouvez pas changer, pas désactiver, c'est ceux qui sont avec un point entouré d'un cercle. Donc le dématrissage par exemple, je ne peux pas désactiver le dématrissage. C'est un petit peu normal, s'il n'y a pas de dématrissage, il n'y a pas d'image. C'est aussi simple que ça. Voilà. Donc là-dessus, on voit les différents modules qui sont déjà activés par défaut, et on voit que notamment la courbe de base, ça faisait partie des réglages que nous avons effectués tout à l'heure, elle est bien appliquée par défaut, elle est active. On a ensuite un premier module qui s'appelle ici technique, avec tout un panel de modules. Voilà, il y en a beaucoup. On a ensuite un module d'étalonnage couleur avec à nouveau plein d'options. Et puis un autre module qui doit être effet, je pense, oui c'est ça, effet, avec plein d'autres sous-options d'effets. Alors ça peut être assez rapidement débordant, c'est-à-dire que trop d'options tue les options. Donc ce que je vous propose de faire, c'est de paramétrer ensemble des menus qui soient déjà un petit peu plus courts, de telle façon à ce qu'ils tiennent dans une hauteur d'écran et qu'on ne soit pas obligé d'utiliser l'ascenseur tout le temps pour tous les voir, premier point. Et deuxième point, d'aller un petit peu entre guillemets à l'essentiel pour avoir les fonctions les plus importantes tout de suite sous la main, et puis tout ce qui est un petit peu optionnel un peu plus sur le côté. Donc pour paramétrer ces menus, on va cliquer ici sur le petit hamburger, petit menu tout à droite, on fait un clic là-dessus. Alors on voit qu'on a des autres menus pré-réglés qui existent et qui sont disponibles au choix, mais on va nous en fabriquer un à notre façon. Donc on va sur gérer les pré-réglages, et on fait apparaître cette magnifique fenêtre qu'on peut encore, si on le souhaite, agrandir. C'est ce qu'on va faire en mettant un petit peu plus de distance, comme ça nous permet de tout avoir sous les yeux. Donc vous voyez les différents menus qui sont pré-réglés, on va dire, dans le logiciel. Donc par exemple, on a un flux de travail débutant qui existe et qui ressemble à ceci. Alors il y a déjà nettement moins de choix. Ça peut être une bonne solution pour démarrer ce menu débutant. On a un menu relatif à l'affichage. On a un menu relatif à la scène que j'aborderai pas aujourd'hui parce que c'est une toute autre façon de développer ces images, et c'est pas celle que je choisirais pour commencer à utiliser un logiciel comme Darktable. Plutôt rester dans des choses que l'on connaît bien. On a le module par défaut, et on a aussi les modules dits dépréciés, c'est-à-dire des modules qui vont tout doucement disparaître de Darktable parce que remplacés par d'autres. Et puis on a tous, où on peut tout avoir. Voilà. Donc moi ce que je vous conseille de faire, c'est de partir du flux de travail relatif à l'affichage, c'est-à-dire cette présentation-ci, et on va en faire une copie, puisqu'on ne peut rien modifier ici.
les menus d'origine ne sont pas modifiables. Par contre, on peut les dupliquer, c'est ce qu'on va faire en cliquant ici, et il va apparaître ici. Et ce menu-là, pour le coup, il est complètement modifiable à façon. Donc le premier truc qu'on va modifier, c'est par exemple son nom. Et je vais cliquer ici et je vais taper par exemple mon workflow. Voilà. Mon menu s'appellera comme ça et quand je ferai le choix plus tard ici en cliquant sur le petit hamburger, j'aurai un menu qui s'appelle mon workflow et quand je cliquerai là-dessus, eh bien, il y aura la présentation que nous allons définir ensemble qui va apparaître. On peut, si on le souhaite ou pas, avoir la zone de recherche. Alors la zone de recherche, c'est cette zone ici qu'on voit là, qui nous permet de cliquer, de taper le début du nom d'un module pour avoir une liste des modules qui ont ce début de lettre et de les choisir plus facilement. On peut faire ainsi apparaître des modules qui ne sont pas sélectionnés dans les différents groupes. Voilà. Donc vous pouvez laisser cette option. Ou si vous ne voulez pas, vous pouvez tout simplement décocher et à ce moment-là, cette zone de recherche n'apparaîtra pas en haut de votre liste de modules. Moi, je vais la laisser parce que ça me va bien quand même de pouvoir chercher éventuellement un module que je n'ai pas dans ma liste. Ensuite, on voit qu'on a 4 menus pour le moment, j'en rajouterai moi un cinquième et je vais tout de suite commencer. Alors ce qu'on peut faire c'est changer les noms si ça ne nous plaît pas. Donc base, moi ça me va bien, pourquoi pas, mais comme j'en aurai deux, je vais appeler celui-ci base 1. Donc j'ai cliqué, j'ai fait un espace et j'ai rajouté le 1. Ensuite on peut retirer des options simplement en cliquant sur les croix là et ça les enlève et on peut en rajouter en appuyant sur le plus et on va atteindre une nouvelle liste. Alors on va faire l'exemple là très rapidement, juste enlever un menu et puis en rajouter un et puis après je vous montrerai d'autres choses. Alors on va commencer par ça, je vais enlever ici le module orientation parce que je ne le veux pas ici, donc je le supprime en cliquant sur la croix et orientation vient de disparaître. Et on peut faire ça pour tous les autres modules que l'on veut retirer de cette liste. Ensuite, si je veux rajouter une option, il suffit de cliquer sur plus, ici, là en bas. Donc on a des plus en dessous de chaque colonne, donc ça rajoutera à l'intérieur des colonnes qui sont situées au-dessus. Et on a cette liste qui apparaît avec un classement alphabétique des différents menus. Et donc par exemple, je voudrais rentrer le menu égalisateur de contraste. Je clique dessus et vous allez voir qu'effectivement, égalisateur de contraste est apparu dans la liste. Si je me suis trompé, il suffit de recliquer sur la croix pour le faire disparaître. Je vais faire plusieurs modifications dans ce menu-là, ainsi que dans les trois autres menus qui sont ici. On ne va pas perdre de temps, je ferai les modifs offline et puis je vous montrerai tout simplement le choix final. Vous pourrez faire un petit arrêt sur la vidéo et recopier ce paramétrage. Ce que je veux vous montrer juste ici, c'est comment on insère un groupe supplémentaire, puisque là on a une configuration à 4 groupes et moi au final j'en veux 5. Alors pour rajouter un nouveau groupe, il suffit d'aller tout là-haut et de cliquer sur ce plus là. Je le fais et vous voyez qu'un nouveau groupe vient de se créer ici à droite. Il s'appelle pour l'instant nouveau. On va changer son nom et on va l'appeler base 2, puisque c'est ainsi que je veux qu'il s'appelle. Et puis je veux le resituer aussi, je veux pas qu'il soit tout à droite comme il est là, je voudrais le mettre entre base 1 et couleur. Donc pour ce faire, je vais cliquer sur la petite flèche ici et je le déplace vers la gauche, une fois, deux fois et trois fois. Et il se retrouve exactement à l'endroit où je veux qu'il soit. Autre chose, on voit qu'ici, le petit symbole qui représente ce menu, eh bien, il est strictement identique au premier. Et moi, j'aimerais bien pouvoir quand même les différencier. Donc, ce que je vais faire, je vais cliquer là-dessus et je vais choisir un symbole qui n'est pas déjà utilisé par un autre menu. Par exemple, l'étoile, admettons. On va prendre ça, un double clic, pas un clic simple, et on a cette étoile. Donc maintenant, j'ai un rond pour base 1, une étoile pour base 2, ensuite les couleurs, les retouches et les effets. C'est relativement reconnaissable. Je vous rappelle que les noms, vous ne les verrez pas, vous verrez simplement les icônes et c'est en restant sur l'icône que le nom apparaît. Voilà. Ensuite, si je veux populer maintenant ce menu, eh bien, il me suffit de cliquer sur le plus ici et je vais choisir les modules que je veux faire apparaître dans ce module base 2. Et par exemple, je vais choisir,
On va prendre monochrome, bim, et monochrome apparaît dans la liste. Voilà. Dernier petit détail, avant qu'on se quitte et qu'on se retrouve une fois que toutes les modifs seront faites, vous ne pouvez pas changer la position des modules à l'intérieur d'une colonne. C'est impossible. C'est défini par le logiciel. Alors ça peut paraître assez hallucinant, mais c'est comme ça. On ne peut pas, par exemple, décider qu'exposition, on voudrait l'avoir tout en haut de la liste, etc. Cette liste, cet ordre se construit tout seul et vous ne pouvez rien y changer. C'est ainsi. Donc c'est aussi une des raisons qui me pousse à réduire le nombre de menus que je mets dans chaque colonne. Je préfère avoir plus de colonnes et évoluer de colonne en colonne parce que c'est plus simple de retrouver ensuite les menus quand on a moins de choix que quand on en a beaucoup, surtout lorsqu'ils se placent pour nous en tant qu'utilisateurs un peu n'importe comment. Voilà, et sans forcément de logique dans le sens où on va les utiliser malheureusement. Voilà. Donc on se quitte, je fais mes petites modifs et on se retrouve tout de suite après pour la présentation finale de cette présentation, de cette organisation de workflow et de menu. A tout de suite. Et donc nous voici de retour avec toutes les modifications qui sont apportées aux différents groupes de modules. Donc on retrouve le module base 1, le module base 2, un module de couleur, de retouche et d'effet. L'esprit dans tout ça, c'est que normalement avec base 1 et base 2, vous avez quasiment tous les outils dont vous pouvez avoir besoin pour traiter 90 à 95% de vos images. Ensuite, dans les trois modules qui suivent, couleur, retouche et effet, on va retrouver des modules que l'on peut accessoirement utiliser de manière optionnelle, mais pas aussi souvent. Après, c'est à vous de voir si vous vous rendez compte que vous servez vraiment beaucoup d'un module qui se trouve par ici, ben, rapatriez-le plutôt dans base 1 ou base 2, de telle façon à ce que vous les ayez plus facilement sous la main. Et puis si par ailleurs un des modules que moi j'ai sélectionné, vous vous rendez compte que vous l'utilisez peu ou pas, eh bien sortez-le simplement de la liste. À titre d'exemple, moi j'ai rajouté orientation et filigrane dans base 2 parce que j'utilise ça de manière assez fréquente, alors surtout filigrane plus qu'orientation, mais orientation, j'ai encore un ancien appareil photo qui ne met pas dans les exifs le sens d'orientation de l'appareil lors de la prise de vue. Donc ben voilà, moi ça me permet en ayant ce menu ici de recorriger le sens de mes photos. Si vous avez que des photos issues d'appareils qui inscrivent dans les exifs le sens d'orientation de l'appareil lors de la prise de vue, ben déjà vous pouvez carrément vous abstenir de cette fonction et carrément la dégager. Voilà. Donc ça, ce sera après à vous de voir dans l'usage. On peut à tout moment revenir sur ces paramétrages, ces réglages et changer ben, le type de module que l'on veut dans les différents menus. Voilà. Ce que j'ai aussi fait, c'est que j'ai évité des redondances, c'est-à-dire que dans couleur, par exemple, on avait initialement zone de couleur. Or, zone de couleur, je l'ai mis tout de suite dans mon menu base 1, il est ici. Donc évidemment, si je l'ai ici, rien ne m'empêche de l'avoir aussi en plus ici. C'est un petit peu idiot parce qu'on a une redondance de menu. Donc pour alléger l'interface, j'ai supprimé toutes ces redondances de telle façon à n'avoir qu'une seule fois dans un seul groupe de modules, un module et pas d'avoir de répétition dans différents groupes de modules. C'est aussi toujours dans l'esprit d'avoir les listes les plus courtes possibles. Vous remarquerez que malgré ça, ma liste base 1 est quand même relativement conséquente, mais normalement elle tient dans l'interface. Alors, on va venir ici quitter et vous voyez qu'on est toujours encore pour l'instant sur le module par défaut. Donc on va maintenant cliquer sur le hamburger et on va cliquer sur mon workflow et ça va faire apparaître du coup mes 5 groupes de modules tels que je les ai définis. Et vous voyez, ce que je vous disais juste à l'instant, c'est que bien qu'il soit un peu long, mon module base 1 rentre dans une seule
hauteur de fenêtre, il n'y a pas besoin de se servir de l'ascenseur pour voir toutes les options, tous les modules qui sont disponibles. Ce que je vous disais aussi tout à l'heure, c'est que quand on reste sur l'icône, on voit apparaître le nom du module, base 1, base 2, couleur, retouche et effet, comme on l'a défini à l'intérieur de nos pré-réglages. Voilà, donc rappel, comme on le disait tout à l'heure, les petits boutons ici on-off qui permettent d'activer ou désactiver quand ils sont en surbrillance, blanc clair, ça veut dire qu'ils sont actifs, et quand ils sont grisés comme c'est le cas ici, ça veut dire que ces menus ne sont pas activés pour l'instant sur l'image. Donc si je vais dans mon menu base 2, je retrouve ici courbe de base et qui est actif. Pourquoi? Je vous rappelle que tout à l'heure, quand nous étions dans le setting, dans le paramétrage, sous traitement, nous avons dit applique la courbe de base pour le boîtier systématiquement. Comme on a mis la coche, ça veut dire que par défaut, ça se fera pour toutes les photos dès qu'on les importe dans notre catalogue. Donc ça, c'est plutôt sympa, et on va le faire aussi pour deux options supplémentaires, ce qui va vous faire gagner du temps par la suite pour pas être obligé de le faire systématiquement. Moi, toujours ce que je fais sur mes photos, c'est que je vais appliquer la correction des objectifs. Or, vous voyez que par défaut, elle n'est pas activée. Donc pour l'activer, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il faut simplement cliquer sur ce petit bouton et bim, elle se met en place. Alors ici, on a un objectif qui a très peu de défauts et du coup, c'est pas forcément flagrant. Si je passe, alors je vais le désactiver, si je passe sur, prenons par exemple cette photo-là et activons-le, ah là, c'est beaucoup plus visible. Voilà. Vous voyez que on a une distorsion qui a été corrigée par l'application de cette correction des objectifs. Donc, cliquons dessus sur le nom et on voit toutes les options qui sont rattachées avec ce module. Vous voyez qu'il reconnaît l'appareil photo qui a été utilisé pour prendre cette photo et aussi l'objectif. Et on est effectivement sur une focale de 17 mm, donc en équivalent full frame, on est à peu près à 35 mm, 34 exactement. Donc on est quand même déjà un petit peu grand angle, pas super grand angle, mais ça suffit pour avoir ce genre de phénomène. Vous notez aussi un phénomène de vignettage sur le tour qui va être corrigé par l'application de cette correction. Voilà. Donc moi, plutôt que de m'embêter à chaque fois, pour chaque photo, revenir ici dans ce menu base 2 et appuyer sur ce bouton, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en place un petit pré-réglage qui s'appliquera automatiquement à toutes les photos, et comme ça, je n'aurai plus besoin de faire ça et d'y penser. On va cliquer sur le petit hamburger ici. On va faire nouveau pré-réglage. Alors il faut faire ça en ayant activé le menu, hein. Attention, parce qu'il est désactivé, en gros vous figez l'état de désactivation. Ici l'idée c'est de figer l'état d'activation. Donc on active d'abord, ensuite on clique sur le petit hamburger, on choisit un nom pour ça, je vais appeler ça tout simplement défaut, et je vais surtout ici pas oublier de cliquer sur cette case appliquer automatiquement ce pré-réglage aux images correspondantes. Et quelles sont les images correspondantes? Eh bien ici vous avez toute une série de filtres qui vous permettent de limiter le champ d'application de ce pré-réglage défaut. Par défaut, désolé, le pré-réglage est défini de telle façon à ce que ça s'applique à 100% des images. C'est bien ce qu'on voit là, c'est tout modèle d'appareil photo, tout fabricant, tout objectif, toute plage d'ISO, etc., etc., et tout type de fichier. Donc c'est ce que je vais faire, je vais garder ça parce que ça me va bien, mais sachez que si on le souhaite, on pourrait aussi décider de restreindre ce pré-réglage à seulement certains appareils photo, certains objectifs, certaines valeurs ISO, etc., etc., ou certains formats de photos. Donc là, on va laisser tout par défaut et on dit OK. Et ainsi, toutes les photos, désormais qu'on rentrera dans Darktable, vont être automatiquement corrigées au niveau des objectifs. On peut faire le même exercice sur la réduction de bruit. Alors ici, on n'a pas forcément du bruit, surtout qu'on a une photo qui est prise à la sensibilité native du capteur qui est de 200 ISO, mais on pourrait très bien dire que, par exemple, je sais que sur cet appareil-là, à partir de 1600 ISO, on peut commencer à déjà voir apparaître un peu de bruit, et au-delà, ça devient de plus en plus flagrant.
Donc je peux par exemple décider de mettre en place de la réduction de bruit de profil pour toutes les photos à 1600 ISO et plus. Alors on fait pareil, on active d'abord la fonction. Ici évidemment on ne voit pas d'effet puisqu'il n'y a pas grand chose à corriger. On clique sur le petit hamburger, on fait un nouveau pré-réglage, on l'appelle à nouveau défaut, ça pose pas de problème. On dit appliquer automatiquement en mettant la petite coche et ici on va venir dans ISO et on va dire à partir de 1600 ISO et jusqu'à pas de limite en fait. Voilà, on est déjà prêt pour les appareils photo du futur qui auront des milliards et des milliards d'ISO. C'est un peu la mode en ce moment de monter dans des chiffres hallucinants. Donc voilà, et donc sur tous les appareils, toutes les images, etc. à partir de 1600 ISO, ce petit paramètre, ce module de réduction de bruit de profil s'activera. Et je dis OK. Et voilà, c'est fait. Donc maintenant, j'ai paramétré l'ensemble des fonctions de base. Donc on a vu ensemble les paramétrages généraux du logiciel avec ce menu-là. Nous avons vu ensuite comment paramétrer l'histogramme, ici les petites alertes de sur- et sous-exposition, la définition d'un menu personnalisé, et puis quelques petites automatisations de correction automatique des images pour ne plus avoir à y penser. Donc voilà ce qui a été le programme du jour. J'espère que ça vous aura bien aidé, que ça vous aura plu. Et puis on se retrouvera prochainement pour aller un petit peu plus en détail du coup dans l'importation des images et le développement concret avec cette interface que nous venons de définir ensemble. Je vous remercie, je reste à votre disposition pour tout renseignement supplémentaire. N'hésitez pas à vous servir des commentaires sous la vidéo. J'essaierai d'y répondre du mieux que je peux. Et je vous salue bien bas. Prenez soin de vous.